Merci de suivre le journal sur Radio Télévision. Voici le sommaire. Guerre en Ukraine, les États-Unis acheminent des stocks d'armes en direction de l'Ukraine. Il s'agit d'un stock de 300 obus d'artillerie en Israël en 1973 lors de la guerre de Kippour. En RDC, des habitants de Goma manifestent contre la force régionale. La police a réagi par la manière forte. Résultat, des blessés, dont un correspondant de l'AFP. Et à Djibouti, la Banque mondiale a débloqué 15 millions de dollars pour régler l'accès au logement. Bonsoir et bienvenue dans ce point d'actualité. Le New York Times révèle l'expédition discrète de stocks d'armes de l'armée américaine en direction du front en Ukraine. Il s'agit d'un stock de 300 obus d'artillerie envoyés en Israël en 1973 lors de la guerre de Kippour et qui, depuis, n'a pas servi. La rédaction d'I24 nous en dit plus. Sur le champ de bataille, bientôt de nouvelles munitions. Près de 300 000 obus d'artillerie, un renfort côté ukrainien envoyé par les États-Unis. Selon des révélations du New York Times, ces armes proviennent d'un stock d'armes situé en Israël, un stock qui remonte à 1973. Durant la guerre de Kippour, le Pentagone avait fourni ces armes aux forces israéliennes. Des installations de stockage ont été mises en place dans l'État hébreu en cas de crise potentielle. Une aide militaire approuvée par l'ancien gouvernement dans le but de temporiser les États-Unis ainsi que l'Ukraine. Une livraison de 15 000 munitions devrait bientôt arriver via la Pologne. Une seconde suivra le même itinéraire. Une aide pour Kiev qui s'ajoutera à celle d'Amsterdam. Aujourd'hui, nous avons reçu des nouvelles très importantes du Premier ministre des Pays-Bas, Mark Rutte. Cette nouvelle est en fait une continuation de nos récentes négociations avec lui. Une autre batterie Patriot sera fournie à l'Ukraine. Merci Mark. C'est-à-dire que nous avons déjà 3 batteries garanties. Mais ce n'est qu'un début. Nous travaillons sur de nouvelles solutions pour renforcer notre défense aérienne. Sur le terrain, les pertes sont de plus en plus nombreuses, notamment à Dnipro. 45 morts, dont 6 enfants, sont à déplorer suite au bombardement russe qui a détruit un immeuble d'habitation ce samedi. Et hier, nous vous l'annoncions, le ministre ukrainien de l'Intérieur, Denis Monatoshki, a péri dans un crash d'hélicoptère ce mercredi. L'accident qui a fait 18 morts et qui s'est produit à Brovary et près de Kiev a suscité l'émoi au Forum économique de Davos. Une minute de silence en l'honneur des victimes a été observée et sur demande du président Zelensky. Les images. I shall ask you to honor the memory of every person Ukraine has lost with a minute of silence, please. Thank you very much. Thank you. Thank you for this minute. Et toujours à Davos, ce mercredi, le chancelier allemand Olaf Scholz a réitéré la volonté de son pays de soutenir l'Ukraine face à l'agression russe. Mais jusqu'à quel point? Et Kiev réclame des chars lourds de type Léopard de ses partenaires européens. Berlin doit en donner l'autorisation. La pression monte sur le chancelier allemand. On regarde. Olaf Scholz a déclaré ce mercredi au Forum économique mondial de Davos que son pays continuerait à fournir une aide militaire à l'Ukraine. Mais alors que plusieurs pays européens s'apprêtent à envoyer ensemble des chars lourds à Kiev, le chancelier allemand n'a toujours pas confirmé la participation de la République fédérale. Depuis plusieurs semaines, Scholz subit donc la pression de ses partenaires pour livrer des chars Léopard 2. Russia's aggression must fail. La guerre d'agression de la Russie doit échouer. C'est pourquoi nous fournissons en permanence à l'Ukraine de grandes quantités d'armes en étroite concertation avec nos partenaires. Cela inclut les systèmes de défense aérienne comme Iris-T ou Patriot, l'artillerie et les véhicules blindés de combat d'infanterie. Cela marque un tournant profond dans la politique étrangère et de sécurité de l'Allemagne.
Le Léopard 2 et les autres chars occidentaux sont tous considérés comme essentiels au succès de toute contre-offensive ukrainienne contre les forces russes. La Grande-Bretagne a déjà annoncé qu'elle enverrait 14 chars Challenger. L'Allemagne a quant à elle accepté de mettre à la disposition de Kiev 40 véhicules de combat Marder, mais évite toute discussion autour d'une livraison de blindés lourds. Olaf Scholz devrait faire une annonce définitive sur la question lors de la réunion des alliés en Allemagne ce vendredi. Et direction à présent la République démocratique du Congo et plus précisément la ville de Goma dans le nord Kivu. La situation qui était explosive ce mercredi est lors d'une manifestation de colère contre la présence des contingents et de la force régionale africaine. Pour les manifestants, l'impact de la présence de cette force armée sur la lutte contre le M23 peine à se faire ressentir. La police a réagi par la manière forte, résultat des blessés, dont un correspondant de l'AFP. Reportage. Une nouvelle manifestation contre la présence de la force est-africaine dans l'est de la RDC s'est tenue dans les rues de Goma ce mercredi. D'après une équipe de l'AFP sur place, la police a rudement dispersé les participants ainsi que les journalistes. Des grenades lacrymogènes auraient été tirées par des membres des forces de l'ordre et l'une d'entre elles aurait touché un correspondant à la tête. Plusieurs interpellations ont aussi eu lieu. Les forces kenyanes de l'EAC ne voulaient pas que ces gens restent dans notre pays comme le tourisme. Ils sont venus nous aider, mais jusqu'à présent, ils sont en train de faire le tourisme dans notre pays. C'est pourquoi aujourd'hui, nous disons qu'ils puissent rentrer chez eux, parce que nous ne voulons pas rester avec des touristes dans notre pays. Des milliers de soldats du Kenya et du Burundi ont été déployés dans le Nord Kivu et 750 militaires sud-soudanais sont attendus. Ces unités régionales sont acheminées afin d'aider casques bleus et soldats congolais dans leur lutte contre le M23, mais les locaux les jugent inefficaces. Nous avons manifesté aujourd'hui pour pousser la force de l'EAC à pouvoir lancer les offensives comme le dit l'accord de Luanda. Malheureusement, le non-professionnalisme de notre police, surtout du général de la police, ils sont venus, ils nous ont violemment agressés. Les rebelles du M23 ont repris les armes en 2021 et depuis de violents combats ont lieu contre l'armée nationale. Le chaos règne dans cette province où le groupe grignote du territoire et diverses milices communautaires sèment la terreur. Faisons un tour en Afrique orientale, précisément en Ouganda. Le procès du couple Spencer, originaire des États-Unis, a débuté ce mercredi à Kampala. Ces ressortissants américains, tous deux âgés de 32 ans, sont accusés de torture physique sur un gamin de 10 ans entre 2020 et 2022. Ils risquent la prison à perpétuité. Pour avoir torturé et détenu entre 2020 et 2022 un garçon ougandais de 10 ans sans vêtements dans une petite pièce froide équipée de caméras, ce couple d'Américains pourrait passer de longues années derrière les barreaux. Âgés de 32 ans tous les deux, ils se sont installés dans le pays en 2018 et s'occupaient de 3 enfants que leur avait confié une église locale. Mais après des années de sévices, des voisins ont alerté la police. Ils sont accusés de trafic et de torture aggravée. L'accusation de trafic aggravé ne peut être jugée que par la haute cour. L'affaire d'aujourd'hui avait donc pour but de permettre à la cour de suivre les progrès de l'enquête et de déterminer quand l'État sera prêt à les déférer devant le tribunal. Déjà accusé de trafic pour s'être servi de ses enfants pour obtenir des dons de la part de donateurs divers, le couple a plaidé non coupable. C'est une situation regrettable, mais ils vont bien. Le problème finira par être résolu. Nous espérons qu'il le sera. La prochaine audience devant le tribunal est fixée au 2 février. En attendant, le couple est incarcéré dans une prison près de la capitale Kampala. S'ils sont reconnus coupables, Nicholas Spencer et son épouse risquent la prison à perpétuité. Le Mexique vient de prendre une importante décision, à savoir l'interdiction désormais de l'usage de la cigarette dans les lieux publics. La loi anti-tabac, l'une des plus strictes d'Amérique latine, a été promulguée dimanche 15 janvier dernier. Et dorénavant donc, le tabagisme est interdit dans les rues mexicaines. La loi inclut les hôtels, les parcs et aussi les plages. Et à Djibouti, la Banque mondiale a débloqué un montant de 15 millions de dollars pour aider à résorber l'épineuse question du logement. L'accès au logement devient de plus en plus difficile dans ce petit pays de la Corne de l'Afrique, notamment en raison de l'explosion de la croissance démographique. Et plus de détails avec la rédaction d'Africa 24.
Djibouti recevra 15 millions de dollars de la Banque mondiale pour aider les familles à faible revenu à accéder à un logement abordable. Une population urbaine en croissance rapide a augmenté le besoin de logement à Djibouti. Avec un accès limité aux prêts hypothécaires, les familles à faible revenu font face à de nombreux défis pour devenir propriétaires. Un nouveau projet de la Banque mondiale vise à enrayer ce problème. Le financement de la Banque mondiale arrive à point nommé pour le gouvernement djiboutien. Il va booster la politique d'accès au logement décent pour les populations les plus pauvres, soutenir l'offre de microfinancement en matière d'accès au logement décent et surtout, il permettra aux autorités, avec le soutien des bailleurs privés, de mettre en place des solutions de financement innovantes. Le nouveau projet qui élargit l'accès à des logements abordables vise à faciliter la microfinance du logement et à faciliter la conversion des contrats de location achat en prêt hypothécaire. Quant aux politiques à mettre en place, il faut souligner qu'il faut déjà que les autorités puissent continuer les politiques d'accès au logement existantes, mises en place depuis des années mais qui peinent à profiter aux populations urbaines. Et pour cela, le concours des bailleurs privés est nécessaire. Une deuxième politique qu'il faut mettre en place, c'est surtout celle liée aux réformes. Il faut des réformes audacieuses qui permettront, d'une part, aux ménages défavorisés de bâtir leur propre habitation et d'autre part, de réduire le coût de construction qui sont aujourd'hui onéreux à Djibouti. Selon les données de la Banque mondiale, 78% de la population djiboutienne vit actuellement en zone urbaine. Et cette population croît d'environ 4,2% chaque année. La croissance démographique et l'urbanisation rapide augmentent la demande de logement à Djibouti et la demande toujours croissante marginalise les ménages à faible revenu. Et partons pour le Ghana où l'on note un ralentissement de l'inflation des prix sur les produits sortis d'usine. Une baisse de 26% par rapport au mois de décembre 2022, alors qu'actuellement le taux d'inflation sur ces produits est à 52%. Le Ghana mise sur un prêt du FMI pour tenter de relever la tête. Reportage. Le Ghana connaît un ralentissement de l'inflation des prix à la production. Selon les données de l'Office des statistiques, cette inflation qui concerne les variations des prix des produits en sortie d'usine était de 52,2% en décembre 2022, en glissement annuel. Une amélioration donc par rapport au mois précédent qui affichait 78,8% par rapport à novembre 2021. Le pays ouest-africain est frappé par une crise économique avec les prix à la pompe et ceux des denrées alimentaires qui explosent. L'inflation dépasse les 40% et sa monnaie, le cedi, a perdu la moitié de sa valeur face au dollar. Début décembre, Accra a conclu un prêt de renflouement avec le FMI à hauteur de 3 milliards de dollars, censé rétablir la stabilité macroéconomique et la viabilité de la dette et jeter les bases d'une croissance forte et inclusive. Cette aide est critiquée par les Ghanéens qui craignent la mise en place de mesures d'austérité. Le chef du département des statistiques industrielles a déclaré que cette baisse de l'inflation des prix à la production pourrait être de bon augure pour les consommateurs si le taux du cedi se stabilise le mois prochain. Et il serait temps car l'impatience se fait sentir au Ghana où des manifestations ont été organisées ces derniers mois. Certains appellent même à la démission du président et de son ministre des Finances. Cap sur l'Afrique du Nord, plus de 96 camions remplis de produits alimentaires pour ravitailler gratuitement le marché tunisien. C'est le geste de bonne volonté qu'a consenti ce mardi la Libye pour aider son voisin maghrébin à surmonter la grave crise de pénurie alimentaire qui le secoue. Les détails dans cet élément. Alors que la Tunisie est en proie à des pénuries répétées de produits de base, la Libye a fait don de denrées alimentaires à son voisin. Un convoi de 96 camions transportant du sucre, de l'huile, de la farine et du riz a passé le pont de Ras Jedir mardi. Un don qui intervient moins de 2 mois après la visite à Tunis du Premier ministre intérimaire libyen Abdelhamid Dbeibah, basé à Tripoli, visant à réchauffer les liens avec le gouvernement du président tunisien Kais Saied. La région frontalière entre la Tunisie et la Libye est la plaque tournante d'un commerce florissant. La Tunisie est en proie à une récession qui s'est aggravée depuis sa révolution de 2011, elle-même déclenchée par des difficultés économiques. À cela s'est ajoutée une crise politique déclenchée par le coup de force du président tunisien Kais Saied en juillet 2021.
Le ministre ivoirien de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a reçu cet après-midi à Abidjan les vœux de son personnel pour l'an 2023. La cérémonie a eu lieu à l'Institut national de santé publique en présence des représentants résidents de l'OMS et de l'UNFPA, de toutes les directions centrales, régionales et départementales de la santé. Visiblement ému par cette marque d'attention, le ministre Pierre Demba, dans son intervention, a promis une fois encore de faire de la santé et du bien-être des Ivoiriens sa priorité en 2023. Poignée de main, échange de vœux, photos. Pendant des heures, le ministre Pierre Demba s'en est prêté à cœur joie. Tour à tour, membres du cabinet, direction des services rattachés, directeurs régionaux et départementaux, directeurs d'hôpitaux, médecins et tradipraticiens, pour ne citer que ceux-là, ont tous, comme un seul homme, souhaité leurs vœux de paix, de santé et de longévité à l'homme qu'ils qualifient tous de bâtisseur. Nous sommes contents, nous sommes venus nous réjouir avec le ministre, nous sommes venus lui présenter nos vœux, nos sincères vœux. Il faut dire que nous sommes éblouis par ses actions. Nous sommes même à la limite séduits par son leadership à la tête de ce ministère, pour tout le travail qu'il abat pour le développement du système de santé. Nous observons que depuis que M. Pierre Ngou-Demba est ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, il prend à corps les préoccupations de la médecine traditionnelle. Il nous a même reçus déjà par 3 fois et il est en train de poser des actes dans le sens de valoriser la médecine traditionnelle. C'est ainsi que nous sommes venus en grand nombre aujourd'hui pour présenter nos vœux les meilleurs à M. le ministre. Prenant la parole, le ministre Pierre Demba a souhaité à son tour ses vœux les meilleurs à son personnel et les a invités à œuvrer avec rigueur pour une meilleure qualité de soins en Côte d'Ivoire. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain à la même heure en compagnie de Hadji Raymond. D'ici là, prenez bien soin de vous et surtout, restez sur Ados, la chaîne d'ici et d'ailleurs.